Bonjour à tous, merci de votre présence, merci aux organisateurs de m'avoir invité à ouvrir ce matin la programmation du Studio 104 pour répondre à la question qui avait été choisie comme thème. Donc l'heure de la régulation a-t-elle sonné? Par cette matinée pluvieuse, ça me rappelle un peu l'épreuve de philo du bac d'une certaine façon. Merci à France Info et les Échos d'avoir convié le CSA à cette deuxième édition de Médias en scène, le festival des médias de demain. Une journée qui s'annonce riche de débats et d'échanges et qui sera cette année encore l'occasion d'explorer et, je l'espère, d'éclairer le futur du secteur. Alors face à la transition numérique, face aux nouveaux formats, face aux nouveaux usages, cette réflexion est à mes yeux d'autant plus cruciale qu'en réalité la notion même de médias est aujourd'hui en mutation. Les contours du secteur correspondant sont d'ailleurs loin de se dessiner avec netteté. Il y a quelques années encore, on pouvait dire que l'éditorialisation signait le média et que le support, qu'il soit écrit, parlé ou filmé, précisait son type. Mais désormais, avec la convergence des médias qui s'est imposée, on est en présence de ce qu'on appelle le média global, qui lui est omnicanal. Et surtout, la notion de média s'est en quelque sorte disséminée, pour reprendre une expression de Nicolas Curien, qui est un des membres du CSA. Chez les jeunes en particulier, l'accès à l'information passe de plus en plus par de nouvelles voies, plus collaboratives, plus participatives, dans lesquelles l'utilisateur n'est pas un récepteur passif. Ce sont ce que nous connaissons tous dans nos vies quotidiennes maintenant, les plateformes de contenu et les réseaux sociaux. Et en l'état actuel du droit, ces opérateurs, vous le savez, ne sont pas des éditeurs, ne sont pas des médias au sens historique du terme. Pourtant, ils ne peuvent véritablement être regardés comme de simples hébergeurs en raison de leur fonction d'ordonnancement des contenus. Certains parlent même d'accélérateurs de contenu. Alors, ce n'est pas simplement un débat, un enjeu de terminologie ou un débat d'experts, car du point de vue des pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, ces évolutions soulèvent de nombreuses interrogations concrètes. Et en particulier pour nous, régulateurs de l'audiovisuel. Historiquement, donc, le CSA, vous le savez, était l'organe de régulation des médias audiovisuels, de ce qu'on appelle les médias linéaires. Mais au vu de l'évolution du paysage, le législateur a progressivement étendu nos compétences. Depuis 2009, on s'intéressait déjà aux services de médias audiovisuels à la demande, ce qu'on appelle les SMAD, ces services qu'on qualifie aussi de non linéaires. Prochainement, avec le projet de loi audiovisuel dont je redirai un mot, nous aurons en charge les plateformes de partage de vidéos à la demande, les Netflix, Amazon Prime, Disney bientôt, afin qu'elles prennent part, elles aussi, au financement de la création audiovisuelle et cinématographique. Et au-delà, donc c'est d'autres textes également qui élargissent nos compétences sur la propagation des infox et des propos haineux. Le législateur nous demande de nous intéresser désormais aux plateformes de partage de vidéos comme YouTube ou Dailymotion et plus généralement aux plateformes de contenu et réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et autres. Donc incontestablement, de ce point de vue-là, l'heure de la régulation a sonné. Le projet de loi audiovisuelle que le ministre de la Culture vient de transmettre au CSA, qui doit émettre un avis sur ce texte, ce projet de loi en est finalement le meilleur symbole, mais je le dis simplement ici, il ne faut pas se dissimuler l'ampleur de la tâche, tant sont importants les défis à relever face à ces nouveaux territoires de la régulation. C'est une nouvelle forme de régulation qu'il faut inventer en faisant appel à de nouvelles techniques qui ne sont pas celles que nous employions jusque-là pour la régulation des médias traditionnels. Mais si l'on peut dire que, donc, pour la raison que je viens d'évoquer, l'heure de la régulation a sonné, ce n'est pas seulement pour cette raison. C'est aussi parce qu'en ce qui concerne les médias audiovisuels eux-mêmes, le métier historique du CSA, l'heure de la régulation a également sonné. Alors en disant ça, j'ai l'impression de prononcer une forme de paradoxe, voire même de provocation, parce que la régulation des médias audiovisuels en France, vous le savez, est l'une des plus anciennes formes de régulation. C'est l'une des premières même. Il suffit de se rappeler que le premier organe de régulation de la radio et de la télévision, qui s'appelait la Haute Autorité à l'époque,
a été installé ici même, juste à côté, au Studio 103, le 31 août 1982, par le président François Mitterrand. Et nous avons fêté dans ce même studio, il y a quelques mois, le 30e anniversaire du CSA avec le Premier ministre Édouard Philippe. Une provocation aussi parce que cette régulation, sans conteste, depuis plus de 30 ans maintenant, elle n'a pas démérité, loin de là. Elle a accompagné le formidable développement des médias audiovisuels dans les dernières décennies. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets au début des années 80, le paysage audiovisuel était limité à quelques chaînes de télévision qu'on comptait sur les doigts d'une main, qui était à l'époque un monopole d'État, et on sait aujourd'hui l'hyper-offre à laquelle nous faisons face. Et la régulation a très bien su s'adapter au fil du temps à ces évolutions. Elle a su très bien veiller à ce que les médias audiovisuels contribuent aux différents objectifs qui étaient posés par la loi fondatrice du 30 septembre 1986. Je rappelle brièvement, donc, les ambitions de cette loi, c'était un objectif de nature démocratique, donc que la régulation s'assure du respect du pluralisme. Et je pense que cette mission, élection après élection, est chaque année très bien assurée par le Conseil. Il y avait par ailleurs un objectif culturel, veiller au soutien à la création, et je pense que nos mécanismes de contribution des acteurs de l'audiovisuel ont porté leurs fruits, avec une offre cinématographique et audiovisuelle de grande richesse, qui fait la singularité de l'exception culturelle française. Et puis, les objectifs de la régulation de l'époque, c'était des objectifs de nature sociétale, la protection de l'enfance, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de la dignité de la personne humaine, la juste représentation de la diversité de la société française et de ses territoires. Autant de domaines où, même s'il reste encore beaucoup à faire, la régulation a permis d'enregistrer de grands progrès. Donc, si l'heure de la régulation a sonné, c'est surtout parce que cette régulation des médias audiovisuels que nous mettons en œuvre utilise aujourd'hui pleinement des outils de la régulation, l'ensemble des outils de la régulation, alors que souvent on nous perçoit avec un prisme quelque peu déformé et limitatif. Je vais préciser ma pensée. Le fait est que dans ces dernières années, le CSA a acquis souvent à son corps défendant, souvent involontairement, une relative notoriété. Certaines séquences de radio ou de télévision ont défrayé ou peuvent défrayer la chronique et occasionnent, vous le voyez à travers la presse, des saisines massives du grand public. C'est l'expression rituelle à laquelle nous sommes bien habitués au CSA. Mais que fait le CSA? L'interpellation classique. Ces épisodes sont assez rares en proportion, en réalité, mais ils sont très largement commentés. Et finalement, ils ont contribué à réduire ou à ramener le CSA à une mission de gardien de la déontologie des programmes. Et de ce fait, la loi du 30 septembre 1986, donc, que nous mettons en œuvre, que je viens d'évoquer, est une loi qui est perçue comme finalement instituant une forme de contrôle administratif des contenus audiovisuels. C'est une vision qui est très présente ici ou là, notamment bien sûr chez les défenseurs des libertés. Je pense au brillant petit ouvrage de François Sureau qui vient juste d'être publié, intitulé « Sans la liberté ». Mais en réalité, si on y regarde de plus près, c'est une vision qui est assez déformée. Et je veux ici rappeler, je le fais souvent, que la loi de 86, la loi du 30 septembre 86, est d'abord et avant tout, ça on l'oublie trop souvent, une loi de liberté. Son article 1er pose le principe de la liberté de communication. Notre première mission au CSA, c'est d'être les garants de cette liberté de la communication. Donc c'est un principe fondamental qui découle directement de l'article 11 de la Déclaration de 1789. Et l'objectif du législateur en 86 n'était certainement pas de créer un censeur, ni un gardien d'un quelconque ordre moral, ni de brimer les humoristes, comme je peux le lire parfois ici ou là. Naturellement, les médias audiovisuels ont des responsabilités. Ils doivent rendre des comptes au titre de la loi de 86, comme au titre de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse, qui est au cœur de notre pacte républicain. Lorsque, sur les antennes, les limites que la loi a posées à la liberté d'expression, quand ces limites sont franchies,
eh bien, les auteurs des propos doivent en répondre devant les juridictions pénales. L'actualité récente nous en a donné quelques exemples. Et comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises, les chaînes doivent également en assumer leur part de responsabilité devant le CSA, qui peut être amené à faire usage de son pouvoir de sanction, sous le contrôle, bien sûr, toujours vigilant du juge administratif. Mais ce que je veux dire, j'insiste vraiment sur ce point, c'est que la dimension proprement répressive de la régulation ne représente qu'une petite partie, une toute petite partie de l'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les chiffres. Pour l'année 2018, le CSA a prononcé en tout et pour tout 2 sanctions et 56 mises en demeure, qui est l'occasion d'alerter nos interlocuteurs en disant « Attention, là, vous avez franchi une des règles qui s'impose à vous, et si vous recommencez, nous serons amenés à prononcer une sanction. » Et quand on regarde ces mises en demeure ou les sanctions qui ont été prononcées, c'est très rarement sur les propos qui sont tenus sur les antennes. Donc j'insiste beaucoup sur cette notion, la dimension répressive de la régulation n'est qu'un des petits volets des missions de ce régulateur. Et donc cette mission, je dirais, de gardien de la déontologie des programmes, eh bien, ne doit pas faire oublier toutes les autres missions non moins importantes, si ce n'est plus importantes, que nous exerçons. D'abord, comme dans tout secteur régulé, ces missions correspondent à des régimes d'autorisation et de conventionnement. C'est nous qui attribuons les fréquences, qui, comme vous le savez, pour les médias hertziens, sont des fréquences gratuites, contrairement au secteur des télécoms. Et en contrepartie de cette gratuité, donc, on soumet les éditeurs à une série d'obligations, notamment en matière de financement de la création. Donc, ce métier premier est celui de la délivrance de ces autorisations. Il en va de même quand des opérations capitalistiques s'opèrent chez les éditeurs autorisés, eh bien, le CSA doit être amené à contrôler ces opérations et à les agréer après une instruction. Mais au-delà de ce volet, la régulation ne se résume pas simplement à la réglementation. Réguler, ce n'est pas seulement normer et ordonner. Réguler, c'est aussi connaître un secteur et ses évolutions économiques. Pour le CSA, l'activité d'analyse, de recherche, d'études s'est beaucoup développée ces dernières années, notamment depuis la loi de 2013 qui a généralisé pour nous les études d'impact préalables à la délivrance d'autorisation. Et j'ai souhaité moi-même, depuis ma prise de fonction, mettre l'accent sur le développement de cette dimension d'études et de réflexion qui est très utile pour l'ensemble des acteurs du paysage. C'est le moyen d'objectiver les décisions qu'on prend, c'est le moyen d'éclairer le futur du secteur. Je cite juste un exemple parmi d'autres. Donc, nous avons publié il y a très peu de temps une étude qui était une première donc, sur les assistants vocaux et les enceintes connectées, qu'on a présentée en liaison avec Adopi, l'ARCEP et l'Autorité de la concurrence, qui nous avaient prêté leur concours, ainsi que la CNIL. C'était une toute première étude sur le sujet qui, je pense, apporte une contribution utile. Et donc, ces études, c'est un volet que nous allons développer. Nous allons le développer aussi en partenariat avec le monde académique. On présentait hier une étude avec l'Université de Rennes. Et je souhaite qu'on soit présent chaque année à travers des rencontres ou des colloques dans la discussion sur le secteur comme nous le faisons ce matin. Donc, réguler, c'est connaître. Réguler, c'est aussi faire participer les opérateurs aux objectifs d'intérêt général qui sont ceux de la régulation. Alors, depuis maintenant une dizaine d'années, se sont développés ce qu'on appelle les outils de droit souple, donc qui reposent sur l'engagement volontaire des acteurs du secteur. Et donc, au cours des 10 ans écoulés, on a signé pas moins d'une dizaine de chartes. J'en cite 2 à titre d'exemple. Donc, celle qu'on a signée l'année dernière pour lutter contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués dans la publicité, ou celle que nous allons signer très prochainement avec la secrétaire d'État concernée, donc, qui est une charte destinée à renforcer la représentation des personnes en situation de handicap sur les antennes. C'est une régulation, vous voyez, qui est moins normative, qui est plus partenariale, plus inclusive en quelque sorte. On essaye de mobiliser les acteurs autour de ces objectifs d'intérêt généraux. Et puis réguler, c'est une dimension très importante à laquelle j'attache pour ma part beaucoup de prix, c'est aussi faire dialoguer les acteurs entre eux.
Ce n'est pas seulement un rôle d'arbitrage des litiges, de procédure de règlement des différends, auxquels on procède bien sûr, ce n'est pas que cela. C'est aussi, lorsque des opérateurs s'opposent, essayer de rétablir la communication entre eux, être un facilitateur, comme l'a dit récemment un grand patron de l'audiovisuel, produire de la confiance, comme l'a dit le professeur Frison-Roche. Et je crois que c'est pleinement le rôle du régulateur, et c'est par exemple ce qu'on s'est efforcé de faire cet été, à l'occasion du différend qui a opposé les éditeurs et les distributeurs, sujet de tension du secteur en ce moment, comme vous le savez, sur les conditions de reprise des chaînes de la TNT, les chaînes gratuites de la TNT et leurs services associés, sur les box des opérateurs télécoms. Les éditeurs souhaitent être rémunérés, les opérateurs de télécom ne le souhaitent pas, et donc ça génère régulièrement des tensions entre eux. Nous nous sommes attachés à rapprocher les points de vue, et un point d'équilibre a finalement pu être trouvé en mettant fin à des interruptions de signaux sur les box. Mais sur ce plan, donc, il nous reste incontestablement beaucoup à faire. Je suis frappé, depuis que j'ai pris mes fonctions, par le nombre de litiges qui peuvent opposer les opérateurs. C'est un milieu qui aime bien s'envoyer du papier bleu, qui conteste volontiers devant les juridictions. Et c'est un peu paradoxal, alors qu'on est dans un secteur qui est maintenant, je pense, bien régulé depuis plus de 30 ans. Et donc les voies de la médiation, du règlement des différends en amont, du dialogue, du rétablissement de la confiance, me semblent être des enjeux. J'appelle pour ma part les patrons de ces grandes entreprises de l'audiovisuel à une forme de halte au feu sur les procédures contentieuses. Je pense que le dialogue peut souvent bien régler les choses. Comme cela est bien connu, un bon accord vaut toujours mieux qu'un mauvais procès. Voilà, alors vous l'aurez compris, j'en terminerai par là. C'est parce qu'une institution collégiale telle que le CSA met aujourd'hui en œuvre l'ensemble de ces différents outils que pour moi, l'on peut dire que l'heure de la régulation a effectivement sonné. Et si je regarde le projet de loi qui vient de nous être transmis une fois encore pour avis, eh bien la régulation est au centre de ce projet de loi. Elle vise vraiment à accroître à la fois le périmètre de nos interventions, à la fois à modifier notre organisation, puisque nous allons fusionner avec Adopi et en même temps nous articuler plus étroitement avec l'ARCEP, mais aussi à accroître notre capacité à réguler le secteur lui-même. Une régulation qui, comme l'a observé l'ancien président de l'autorité de la concurrence, Bruno Lasserre, l'actuel vice-président du Conseil d'État, une régulation qui tend, par des méthodes plus souples que la prescription et la contrainte, à inciter et à canaliser les comportements privés afin d'atteindre un équilibre et de garantir le fonctionnement d'un système complexe. C'est une définition dans laquelle je me reconnais pleinement, car finalement, le collège et les équipes du CSA sont bien les garants des équilibres du secteur des médias audiovisuels, des équilibres qui sont souvent complexes et fragiles, où il faut osciller constamment entre la liberté d'expression et la protection des personnes, entre la liberté éditoriale des chaînes et les exigences du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, ou encore entre les différents maillons de la chaîne de valeur qui permettent l'existence en France d'une création riche et diversifiée. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est pour nous une mission tout à fait passionnante à tous égards. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous.